Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce troisième retour de chantier. Je vous rappelle que ce sont des webinaires qu'organise le cluster pour être pratico-pratique et donc faire des retours sur des mises en œuvre d'innovation pour vous montrer aussi que cette innovation et le futur, c'est déjà aujourd'hui, le futur est déjà là. Donc aujourd'hui, ce troisième webinaire est placé sous le thème de la qualité de l'air intérieur et plus exactement sur le fait que c'est un enjeu de taille pour l'environnement et la santé. C'est un séminaire qui fait suite à deux séminaires qui étaient plutôt orientés digitalisation avec le BIM et le BOSS. Là, on va rentrer à la fois dans la vie du bâtiment, mais aussi dans peut-être un peu plus de chimie et de traitement de surface pour améliorer l'atmosphère que nous respirons dans les bâtiments. C'est un enjeu aujourd'hui qui est assez important, puisque avec les changements que nous vivons dans la façon de travailler dû à des crises sanitaires, on se rend bien compte aussi que les gens sont plus confinés à l'intérieur de bâtiments, voire même chez eux, et que du coup la qualité de l'air est encore plus importante. Voilà. Donc aujourd'hui, pour discuter de ces deux sujets, de ce sujet, deux intervenants. Donc Julie Haute, qui est docteur et sciences et maître de conférence au laboratoire des matériaux et durabilité des constructions, l'ULMDC, donc un laboratoire commun, donc INSA, UPS sur Toulouse, et qui est membre du cluster, donc adhérent du cluster, et Nicolas Blondet, donc, qui est là aujourd'hui en tant qu'expert en qualité de l'air intérieur pour le compte de FIMEA, dans la Fédération interprofessionnelle des métiers de la qualité de l'air, et qui est basée sur Agen, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on va commencer avec Julie pour ce premier exposé, et du coup je vous passe la main. Euh, voilà. Alors, normalement, c'est bon. Bonjour à tous. Vous devez voir mon écran Oui, très de bien. présentation. Ouais. Donc, je vais supprimer ça. Alors, donc ma présentation aujourd'hui vise à démontrer l'efficacité d'un revêtement photocatalytique commercial à abattre la pollution en conditions proches in situ dans une chambre expérimentale instrumentée qui se trouve au LMDC. Donc là, le polluant gazeux visé ici est le monoxyde d'azote, donc je vous expliquerai pourquoi. C'est un travail de recherche qui a été réalisé au LMDC en partenariat avec la société LR Vision. Alors le LMDC est un laboratoire de recherche universitaire qui comprend environ 160 personnes, dont 47 enseignants-chercheurs, de nombreux doctorants, postdoctorants et stagiaires. Il est divisé en 3 pôles et 3 axes transversaux, avec plusieurs thématiques, dont la thématique nouvelle formulation pour de nouvelles fonctionnalités, et qui a pour objectif d'améliorer et optimiser les matériaux cimentaires, de développer des matériaux innovants, intelligents et fonctionnalisés pour de nouvelles applications en génie civil, et de mettre au point des matériaux pour améliorer la qualité de l'air intérieur, le confort et la santé des occupants. Donc, c'est dans cette thématique que s'inscrivent en fait les travaux sur la recherche de matériaux innovants que je vais vous présenter. Alors, pourquoi parle-t-on de qualité de l'air dans les bâtiments? Donc, quelques rappels que vous connaissez sûrement. Les bâtiments sont de plus en plus étanches et donc, du fait des réglementations thermiques de plus en plus restrictives, on se retrouve dans des environnements qui sont plus confinés. On a une multitude de composés à l'intérieur, donc des polluants chimiques, physiques et biologiques, de sources variées. Donc, qui peuvent se regrouper en 4 catégories. Donc, des polluants qui proviennent de nous et de nos activités, des polluants qui sont émis par les équipements de l'intérieur, par les matériaux et les produits de construction, et également une pollution de l'air extérieur qui s'infiltre à l'intérieur. Donc, le problème, c'est que nous passons plus de 80% de notre temps en intérieur et que nous respirons 10 mètres cubes d'air par jour.
Et donc, il faut savoir que la qualité de l'air est responsable, cette mauvaise qualité de l'air est responsable d'environ 4 millions de décès dans le monde. Alors, au niveau actions définies par décret, donc des actions réglementaires, on peut citer l'étiquetage des matériaux de construction et des produits de décoration, la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements accueillant la petite enfance et la définition de valeurs guides de l'air intérieur réglementaires pour le formaldéhyde et le benzène. Donc ça, ce sont des actions qui sont réglementées, mais il y a d'autres actions qui sont mises en place au niveau national. Les activités de recherche sur la qualité de l'air ou LMDC concernent trois aspects principalement. Les matériaux photocatalytiques innovants pour dépolluer l'air intérieur, avec des essais à l'échelle du laboratoire, donc dans un réacteur, et des essais en conditions proches réelles ou dans une chambre expérimentale, donc qui fait l'objet de cette présentation. On peut tester différents types de polluants gazeux qu'on peut retrouver en intérieur. Le but étant de comprendre l'influence des conditions environnementales et expérimentales et également d'étudier l'influence des caractéristiques physico-chimiques des oxydes métalliques semi-conducteurs qui sont à la base de ces revêtements photocatalytiques. On a également une activité qui concerne l'évaluation de l'émissivité des matériaux de construction en termes de COV et le développement de matériaux innovants à base de molécules biosourcées pour limiter la prolifération de micro-organismes à la surface des matériaux de construction, limiter l'émission de bioaérosols qui proviennent de ces micro-organismes et comprendre bien sûr l'efficacité de ces revêtements, de ces matériaux innovants et les mécanismes d'action. Donc, vous avez ici un ensemble de publications des enseignants et chercheurs du LMDC. Alors, quelles actions existent pour améliorer la qualité de l'air intérieur? Donc, on peut citer le renouvellement de l'air, d'accord? Donc, on va renouveler l'air vicié intérieur par de l'air extérieur qui est plus ou moins pur en fonction des zones dans lesquelles on se trouve, zones urbaines ou rurales. Donc, il y a des systèmes de ventilation mécanique, ventilateurs ou ouverture des fenêtres. Il y a également des techniques d'absorption ou d'adsorption, donc via des filtres, des systèmes de purification, des matériaux spécifiques ou des plantes. Et puis, il y a des techniques comme la photocatalyse ou la plasmacatalyse ou l'ozonation. Donc, on va convertir en polluants, en composés moins nocifs, les polluants gazeux. Donc, il faut un photocatalyseur qui est un oxyde semi-conducteur qui est activé par de la lumière. Donc, la photocatalyse, c'est un procédé qui ne nécessite pas d'énergie supplémentaire, contrairement à la plasmacatalyse qui nécessite l'apport d'une énergie. Et l'ozonation, ça va être une technique d'épuration de l'air par l'ozone. Donc, je vais plus me focaliser sur la technique photocatalyse, puisque c'est le procédé qu'on utilise au LMDC pour dépolluer l'air. Donc, la photocatalyse, on parle de photocatalyse hétérogène parce qu'on va avoir des particules de semi-conducteurs à la surface et un polluant gazeux dans l'air. Donc, cette photocatalyse implique la photoexcitation d'un semi-conducteur, donc généralement le TiO2, mais également des oxydes alternatifs comme l'oxyde de zinc ou de tungstène. Donc, il est activé par absorption de lumière. Et il y a des réactions avec une molécule en phase absorbée, une molécule de gaz. Des radicaux vont se créer à la surface du semi-conducteur si l'énergie est suffisante. Et ensuite, il y a des réactions d'oxydoréduction entre les radicaux et les polluants gazeux et les molécules absorbées qui vont conduire en théorie à la minéralisation complète du polluant. Vous avez ici un schéma du procédé de photocatalyse avec l'irradiation, donc une activation qui par lumière naturelle ou solaire ou artificielle, pardon, avec une transformation en énergie électronique à la surface du cristal semi-conducteur qui va permettre la création de paires de radicaux libres à la surface et ensuite entraîner des réactions d'oxydoréduction qui vont permettre de dépolluer l'air. Alors là, je vous l'ai dit au départ, on s'est focalisé sur les oxydes d'azote et en particulier le monoxyde d'azote.
Donc, les oxydes d'azote sont des polluants gazeux qui sont liés au trafic routier, qu'on retrouve en concentration élevée en zone urbaine et qui ont des effets néfastes sur la santé et l'environnement. D'où la nécessité de diminuer leur concentration à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est un gaz cible pour nos essais réalisés, notamment le monoxyde d'azote, parce que l'avantage, c'est que c'est un gaz qui peut se mesurer en temps réel via un analyseur fonctionnant par chimiluminescence. Donc, vous avez ici un plan de situation du LMDC. Donc, le LMDC se situe ici. Le dispositif expérimental que je vais vous présenter juste après est sur le campus. Il est à peu près à 800 mètres du périphérique, où on a une forte émission d'oxyde d'azote. On a quand même une barrière végétale qui va limiter cette concentration sur le site de mesure du LMDC. Donc, vous avez ici le dispositif expérimental. Donc, on a appelé une maisonnette expérimentale. Elle se décompose en une chambre d'analyse à gauche et une chambre expérimentale à droite. Vous avez ici un boîtier, une station météo. Donc, je vais vous passer. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'avais un petit film, mais ça ne veut pas fonctionner en. Bon. Pourtant, ça fonctionnait, mais il ne veut pas partager mon écran. Je verrai si après je peux réussir à le faire en vous montrant une autre vidéo. Donc ici, en fait, normalement, vous avez l'intérieur de la chambre expérimentale. Donc, je vous faisais visiter en 360 degrés. Donc, en fait, vous avez des plaques de plâtre qui sont peintes ici, qui sont traitées par un revêtement photocatalytique. Vous avez un ventilateur qui permet d'homogénéiser l'air de la pièce. Vous avez une canne ici d'injection et normalement, il y a une canne de prélèvement de l'autre côté. Et vous avez au plafond, donc vous ne pouvez pas le voir, mais des illuminants qui permettent en fait d'activer la photocatalyse. Donc cette chambre expérimentale est considérée comme un réacteur photocatalytique. Et ensuite, vous avez une chambre d'analyse qui comprend des bouteilles de gaz, donc ici en monoxyde d'azote, un analyseur de NOx et un régulateur de débit qui va permettre d'injecter du polluant dans cette chambre expérimentale. Donc, je suis désolée pour les vidéos, j'essaierai de voir tout à l'heure si je ne peux pas vous les montrer. Donc, vous avez ici alors une autre vue, voilà les plaques de placo sur les murs de la chambre expérimentale. Cette chambre expérimentale, elle a un volume de 10 mètres cubes. On a des plaques qui recouvrent environ 9 mètres carrés des murs intérieurs. Vous voyez ici les illuminants normalement, donc le ventilateur. Et là, les cannes qu'on peut voir, que vous auriez dû voir sur la vidéo. Donc, une canne d'injection qui va injecter le polluant de la chambre d'analyse vers la chambre expérimentale et une canne ici de prélèvement qui va permettre de prélever l'air de cette chambre pour l'analyser via l'analyseur de NOx dans la chambre d'analyse. Il faut savoir que les conditions de température et d'humidité sont dépendantes des conditions climatiques extérieures. Donc voilà les équipements que je vous ai indiqués pour la chambre expérimentale et la chambre d'analyse. Et les plaques de placo donc, ont été préalablement peintes avec une peinture acrylique pour simuler un environnement intérieur. Elles recouvrent, on a dit, 10 mètres carrés de la surface intérieure et il y a environ 3 grammes par mètre carré de TiO2 en extrait sec à la surface de ces plaques. Donc l'objectif de l'essai, donc cette maisonnette expérimentale a été utilisée pour réaliser un essai qui permet d'évaluer la capacité d'un produit photocatalytique à réduire la concentration intérieure en monoxyde d'azote en conditions proches in situ. Donc, je rappelle, le monoxyde d'azote a été utilisé parce qu'on peut mesurer sa concentration en temps réel. Et c'est un polluant aussi qu'on retrouve en intérieur, qui s'infiltre de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui a également des sources intérieures de pollution. Le protocole utilisé comprend un certain nombre d'étapes. Donc, le principe, c'est d'abord d'évaluer la pollution résiduelle dans cette chambre expérimentale, c'est-à-dire la pollution qui provient de l'extérieur.
Ensuite, on va injecter à un débit élevé du monoxyde d'azote dans cette chambre expérimentale afin d'atteindre un niveau de concentration intérieure de 200 ppb. On va maintenir cette concentration constante à 200 ppb en continuant d'injecter du monoxyde d'azote à un débit plus faible afin de compenser les fuites éventuelles. Parce qu'il faut savoir que cette chambre expérimentale, elle n'est pas étanche, donc il y a quelques fuites d'air. Ensuite, on va activer la lumière, on va allumer la lumière pour activer la photocatalyse et on va suivre l'évolution de la concentration en NO dans la chambre et notamment sa diminution due à l'activité photocatalytique. Donc, vous avez ici une représentation donc, du phasage de l'expérience. Donc, je rappelle en phase ici initiale en étape 1, on mesure la concentration dans cette chambre. Cette concentration ici de polluants NOx, elle provient de l'environnement extérieur. On injecte du monoxyde d'azote de façon continue jusqu'à atteindre 200 ppb. Puis ensuite, on va essayer de maintenir cette concentration en continuant d'injecter à un plus faible débit le polluant gazeux afin de compenser avec les fuites d'air. On active la photocatalyse en allumant la lumière et on observe une diminution de la concentration de NO. On continue toujours d'injecter du NO là, mais à faible débit, mais en activant la photocatalyse, on arrive à retourner à un niveau de concentration de fond qui provient de l'environnement extérieur. Si on éteint de nouveau la lumière, on remarque qu'on a une augmentation de la concentration de NO qui est due au fait qu'on continue d'injecter du NO dans la chambre à un faible débit. Et ensuite, si on arrête cette injection tout en gardant la lumière éteinte, on remarque qu'on retombe à cette concentration de fond de pollution extérieure dans la chambre. Donc, on a réalisé cet essai sous différents types d'illuminants, notamment donc lumière UV. Alors, on retrouve les différentes étapes, suivi de la concentration dans la chambre provenant de l'extérieur, phase ascendante d'injection, maintien de la pollution à 200 ppb. Si on n'allume pas la lumière, vous voyez bien que la concentration en NO, elle est constante à 200 ppb. Par contre, si on allume la lumière dans cette chambre, on remarque que la concentration en NO chute du fait de l'activité photocatalytique du revêtement. Afin de quantifier cette efficacité, on a estimé la pente de cette partie descendante. Et cette pente ici, elle est de 8 ppb par minute. Donc, on peut dégrader du NO à une hauteur de 8 ppb par minute. Et on remarque qu'à la fin, on retrouve une concentration ici en NO qui est équivalente à la concentration qu'on avait de fond provenant de l'extérieur. Donc, cette efficacité, elle va dépendre de l'illuminant. Donc, ici, des tubes fluorescents UV ont été utilisés, mais également des conditions expérimentales qu'on utilise pour cet essai. Vous avez ici le même essai obtenu avec une lumière visible. Donc, idem les différentes étapes. La lumière éteinte, on remarque toujours une concentration constante à 200 ppb. Et lorsqu'on allume la lumière, on a la chute de concentration du NO. On remarque que la pente ici, elle est moins importante puisqu'on a une efficacité de 6 ppb par minute. Donc, cette différence est due notamment à un système lumineux qui est en visible. Mais on arrive quand même à obtenir la concentration de pollution de fond. Seulement, ça va prendre un peu plus de temps. Vous avez ici les différentes valeurs obtenues pour des systèmes lumineux différents, donc en UV avec différents systèmes invisibles. Et on remarque que l'UV et le fluo visible sont les plus efficaces et qu'avec d'optiques d'illuminants, il faudrait beaucoup plus de temps pour atteindre la pollution de fond dans la chambre expérimentale. Donc, en conclusion, on a utilisé le monoxyde d'azote parce que c'est un bon traceur pour évaluer l'efficacité de revêtement photocatalytique. Son avantage, c'est qu'on peut le mesurer en temps réel, on peut mesurer sa concentration en temps réel via un analyseur qui est le même type d'analyseur que celui utilisé par les associations de surveillance de la qualité de l'air. On a développé un protocole expérimental spécifique en utilisant cette chambre qui est
pas imperméable. Donc, on a réussi à maintenir un niveau de pollution constant. Et en activant la lumière, on remarque que la concentration en NO diminue du fait de l'activité photocatalytique. Donc, on a obtenu des abattements intéressants en utilisant des lumières visibles, fluorescentes, subfluo et également UV. Et on arrive à obtenir une concentration finale avec notamment tubes fluo visibles et tubes UV qui est équivalente à la concentration en NO de fond provenant de la pollution extérieure qui s'infiltre à l'intérieur de la chambre. Vous avez ici un exemple de réalisation. Donc, à Manchester, la société C. Robert McAlpine a fait un essai dans un bureau, dans des zones d'open space, donc a traité une partie de son mur avec le revêtement Detox Guard Indoor de la société LR Vision Guard Industries et a instrumenté l'open space via l'analyseur AccuMesh pour faire une campagne de mesure avant et après traitement. Donc, ils ont fait une communication en interne. Et sinon, l'étude est présentée dans cet article scientifique où il y a les résultats et une analyse. Et je pense qu'également, à Manchester, une école a été traitée par ce revêtement, mais je n'ai pas réussi à voir la photo de Guard Industries. Ensuite, donc juste pour finir, vous avez ici les différents projets dont le LMDC est porteur ou partenaire. Donc, on a un projet Photinover qui est actuellement en cours avec le LCC, le laboratoire chimique coordination LR Vision, avec la mise au point de matériaux photocatalytiques innovants, service de la qualité de l'air. Donc, pourquoi innovant? Parce qu'on développe des alternatives au TiO2, qui est controversé pour ses activités dans l'emploi de revêtements photocatalytiques. Le projet MATCAP, donc c'est un projet qui a été déposé à la région dispositif Ridinov. Le LR Vision est porteur, c'est avec la société Rubix qui fait des capteurs et Prega, donc du groupe GA. Le but est de construire un canyon sur l'usine Prega à la Beige et de l'instrumenter via des capteurs et de comparer l'efficacité en fait du revêtement en faisant un canyon avec des voiles non traitées et des voiles traitées. Il y a également un projet en cours sur les aspects de solutions biosourcées et de limitation des bioaérosols. Le projet MUDAE vient d'être déposé, donc c'est la société systémique qui est porteur, le LMDC est en partenaire, donc c'est pour des systèmes d'épuration d'air actifs, associés à du mobilier urbain. Le projet dépolaire a été déposé à l'Université fédérale pour une demande d'allocation doctorale. Donc, les partenaires sont le LCC, le LAS, laboratoire également de l'université pour tout ce qui est capteur, et le LMDC. Donc, on a appris hier que l'Université fédérale a accepté le financement d'une demi-allocation. Il faut qu'on dépose maintenant le projet à la région. Et le projet FunCare vient d'être déposé à l'ANR pour l'étude de l'élimination combinée de bioaérosols et de polluants gazeux par la photocatalyse. Donc voilà, je vous remercie. J'ai fini pour la présentation des activités de recherche du LMDC. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cette présentation. Comme je l'ai indiqué, je vous propose qu'on réserve les questions pour la fin. Du coup, je vais passer la présentation à Nicolas Blondet. Normalement, c'est lancé. Bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ah. Je reprends la main. Ok. Ok. Mhm.
Je reviens. Allô? Oui. J'arrive pas à partager mon écran, mon cher. C'est étonnant. Alors, vérifiez en bas dans le menu, vous avez le bouton micro, caméra et un bouton écran. Vérifiez qu'il est passé au vert, sinon vous appuyez dessus. Ben, c'est ce que je fais. Il me dit ouvrir préférence système. Attends, je file. Je mets en Ah, route. Là, je mets en route. oui, Autoriser les opérations. Je oui. suis en train de le faire. Ah, on va faire autrement. Ça a l'air de coincer. Modifier. Voilà. Authentification. Ça va le faire. Oui, parce que si vous êtes sous Mac, il faut donner de Ouais, c'est l'autorisation ça, au c'est ça. partage. Voilà. Voilà, Mm. j'ai déverrouillé. Je bloque. Excusez-nous Normalement, pour ça. normalement, c'est bon. Eh oui, c'est ceux qui sont sous Mac. Alors, je dois redémarrer GoToMeeting, hein, j'arrive. Oh, oui, bah écoutez, alors on va peut-être faire une entorse à ce que j'ai dit. On va peut-être poser deux, trois questions à Julie si elle veut bien y répondre pendant ce temps de connexion, de déconnexion. Euh, ah ben non, mais voilà, ça a été. Nous Non, j'ai revoilà. les vidéos remarchent, Ah, enfin, les vidéos ah ben, marchent si je les prends sur directement en fichier, pas inséré dans le PowerPoint, donc je peux vous les montrer si. d'accord, ben alors du coup, je repasse la main. Et du coup, il veut plus rien entendre sur ma présentation. Ce que je vais faire, Eric, Sinon, vous m'envoyez la présentation. Voilà. tout de suite. Voilà, comme ça, on va gagner du temps. Voilà, Ça veut pas passer. je repasse la main. Julie, vous m'envoyez les. Merci. Voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ça. Alors là, vous allez voir. Oui, ça a l'air de Donc là, vous fonctionner. voyez la chambre expérimentale. Donc on a le ventilateur, les plaques de plaques peintes qui sont traitées. Là, il y a une petite caméra qui qui est connectée à la chambre d'analyse. Là, vous avez la canne d'injection du polluant, les différents Mhm. systèmes lumineux au plafond. Donc on peut mettre des bulbes ou des tubes. Vous avez ici la canne de prélèvement, donc pour analyser l'air de cette chambre, et toujours voilà, des plaques de placo sur tous les murs intérieurs de la chambre expérimentale. Et ensuite, juste le petit film pour la chambre d'analyse. Donc ici, vous avez, bon, la chambre d'analyse est climatisée, donc les bouteilles de gaz, NO, NO2, ou après on peut envisager d'autres polluants. Vous avez un régulateur de débit qui permet de contrôler voilà, le débit injecté dans la chambre expérimentale d'à côté, un capteur de pression différentielle, le boîtier de la station météo qui est sur le toit, et après la commande PC et l'analyseur de NOx qui est ici. Et là, on a des variateurs qui permettent de contrôler les illuminants de la chambre expérimentale. Et là, voilà, on a la canne qui va injecter le polluant. Et avant, il y avait la canne pour prélever. D'accord. Voilà. Et- Donc, ça ne fonctionnait pas quand c'était inséré dans le PowerPoint. D'accord. Juste une question, parce que le monoxyde d'azote est connu parce que notamment c'est aussi une hormone, c'est la seule, d'ailleurs, hormone gazeuse que les humains produisent, d'où entre guillemets, le problème d'absorber du NO extérieur. C'est aussi ce qu'on appelle un radical libre, donc il interagit avec beaucoup de choses de manière assez violente. Est-ce que le revêtement que vous avez mis au point marche aussi avec d'autres radicaux libres? Avec d'autres types de polluants? Oui, Alors, on est en train c'est un d'objectif Outinover, c'est-à-dire que c'est de développer aussi des matériaux qui puissent fonctionner avec le formaldéhyde et les BTEX.
Donc, on est en train de tester, de développer, parce que le formaldéhyde a quand même une technique d'analyse et de mesure qui est plus compliquée que celle des NOx. Donc, il y a un captage, un prélèvement sur cartouche avec un dosage analytique en chimie. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais effectivement, on envisage de faire des tests sur d'autres types de polluants pour voir si ça D'accord. fonctionne. D'accord. D'accord. Et donc, la mise en œuvre, excusez-moi. Donc, du coup, la mise en œuvre que vous avez est toujours la même. Ça se traduit par une peinture qu'on applique tout à fait classiquement. Je veux dire, sur ce déploiement, il n'y a pas de précaution particulière qui est envisagée. Non, non, c'est une dispersion donc aqueuse. Les produits actifs sont dispersés. Donc après une application via pinceau ou par spray, Oh, prêt, oui, d'accord. sur D'accord. la surface en une ou voire deux couches Mhm. sur la plaque de placo. Et pas de précaution après particulière. Du moment que la dispersion est en solution, enfin, c'est une solution aqueuse, non, pas de D'accord. précaution. D'accord. D'accord. Hop, je viens de recevoir la présentation de Monsieur Blondet. Je vais le temps de la récupérer. Oui, dans ce que vous avez montré, on voit clairement la différence des sources lumineuses. Euh, c'est, et la question que je me posais, et peut-être certains se posaient aussi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à remplacer tout ce qui est halogène, etc., par du LED. Et on voit, entre guillemets, que dans ce que vous avez montré, alors c'est tout relatif ce que je vais dire, mais c'est la source lumineuse la moins efficace, quelque Mhm. part. Donc, est-ce que vous avez, entre guillemets, envisagé quelque part, de demander de rajouter une source UV, puisque ça a l'air d'être le plus efficace? Ou est-ce que ça veut dire que il y a des améliorations possibles sur le revêtement pour que, entre guillemets, en gardant la partie LED, et ce que je trouve intéressant dans votre procédé, c'est que, bah, effectivement, en allumant la lumière dans la pièce où je suis avec ma lumière LED, enfin avec mon éclairage, je vais pouvoir dépolluer en même temps l'air. Voilà. Alors, enfin, je ne sais pas si ma question est bien claire, mais je me dis, est-ce que, effectivement, ça a toujours un intérêt, je vais dire comme ça, hein, ça a toujours un intérêt d'être en lumière LED, bien que ça serait plus efficace en lumière UV, ou est-ce que ça veut dire que la contribution du LED va être quand même dans la journée, va m'aider à dépolluer d'une certaine quantité qui n'est pas négligeable? Alors bon, après, donc, au niveau des LED, on n'a pas testé différents illuminants, d'accord? Donc il y a peut-être je ne sais plus après le nombre qu'on a mis, donc pour avoir l'intensité dans la pièce. Donc ça, c'est peut-être à optimiser, peut-être en augmentant le nombre d'illuminants ou en choisissant un autre type de LED. Et il faut aussi savoir que les essais sont faits dans le noir totalement, d'accord? Donc c'est vrai qu'en journée, chez nous, on a quand même aussi l'apport de lumière extérieure D'accord. qui pourrait fonctionner pour diminuer la concentration en polluants avec une activation par lumière naturelle. Chose qu'on Ah, n'a pas du tout dans la chambre parce que soit on est dans le noir, soit on active par la lumière artificielle. Ou bien, d'accord. effectivement, coupler l'action d'une lumière visible, type fluorescent, avec une lumière LED. D'accord, oui, donc effectivement, on serait dans un contexte où enfin, le contexte d'usage classique mixe effectivement des sources de lumière plus efficaces, et en augmentant peut-être aussi le nombre de luminaires LED, on obtiendrait un résultat Oui, qui serait, quand même, qui resterait très optimal et qui permettrait c'est-à-dire qu'on y arriverait, mais ça prendrait plus de temps et on n'a pas du tout quand même optimisé avec les LED, hein. C'est vrai qu'on a fait juste l'essai, mais on n'est pas allé dans choisir différents bulbes ou en augmentant le nombre pour d'accord, activer. d'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup
d'avoir répondu à ces premières questions. Je vais donc récupérer la main et on va faire ça comme il y a quelques décennies, c'est-à-dire je vais passer les diapositives et donc je vais laisser Monsieur Blondet est là, est avec nous. Voilà. Alors comme j'ai plusieurs écrans, si je me mets en plein écran, malheureusement, voilà, ça sera pas, voilà, mais on va le faire comme ça sera le plus simple. D'accord. Vous aurez qu'à me demander le transparent suivant, comme on Voilà, faisait je dirais juste à suivre ou suivant. Voilà. Bon, Allez-y. bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie, on se connaît. Plaisir de te revoir. Et oui, effectivement, là je suis ici en tant que, je dirais, représentant de la FIMEA, qui est la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique et donc de la qualité de l'air. Ce que je vais vous présenter, je ne vais pas rentrer autant dans le détail que Julie sur la technique ou je dirais sur le niveau d'épaulement au niveau de la chimie de ce qui s'opère. Moi, je vais vous présenter ici une solution ou plusieurs façons de faire plutôt par des entreprises qui font partie de FIMEA, liées à l'ADEME, hein, évidemment pour Octopus Lab, vous le verrez. Et ça va être que fait-on maintenant pour regarder ce qui se passe en termes de pollution dans les bâtiments et ensuite pour agir. Une identification qui se fait et qui associe en fin de compte tout un tas de méthodes maintenant. Donc, suivant. Voilà, donc Octopus Lab avec des solutions Indalo, comme on peut le voir. La solution que je vais vous présenter, c'est une solution de modélisation en fin de compte des bâtiments pour aller en chercher une meilleure qualité de l'air par différentes actions, que ça va être agir au niveau des matériaux, que ça va être agir aussi au niveau du fonctionnement du bâtiment par lui-même. Donc, préserver la santé des bâtiments, évidemment un air sain en permanence, c'est ce que l'on souhaite tous, hein, et surtout en ces périodes Covid, on sait que la ventilation et l'aération sont primordiales. Respect de la réglementation, bien évidemment, ne pas dépasser les seuils, et puis aussi regarder ce qui va se passer pour cette future RE 2020, et de regarder aussi ces ventilations qui doivent respecter, bien entendu, un bon fonctionnement. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Domas. Effectivement, faire prendre conscience, c'est pas une mince affaire dans le milieu du bâtiment. On sait quand même qu'en logement, il y a 70% des VMC qui sont inopérantes. On ne dit pas qu'elles ne fonctionnent pas, elles sont inopérantes par rapport à ce qu'on en a besoin. Et pourtant, on est persuadé que tout fonctionne. Donc, vous voyez, il y a le chemin à parcourir, il est encore long et cette phase de connaissance est nécessaire. On est encore dedans, même si on progresse et on va de plus en plus vite. Conserver les performances énergétiques des bâtiments, bien évidemment. La qualité de l'air, pour qu'elle soit acceptée et qu'on aille vers cela, il faut que le bâtiment, on cherche à réduire nos consommations sur notre empreinte carbone. L'ARE 2020 en parle, mais il faut que nous aussi, on ait positionné le respect de cela pour être écouté et pour pouvoir bien travailler et se différencier. Mais évidemment, il y a différents engagements dans les garanties de la qualité de l'air au niveau particulier, au niveau des odeurs aussi, et au niveau de toute une surcharge polluante qu'on veut éviter. Vous voyez en bas hein, quelques différentes trophées hein, qui ont été obtenus par Octopus. La suivante. Là, Octopus, les présentations seront disponibles, hein, vous pourrez les avoir en suivant. Donc voilà un petit peu tous les partenaires avec qui les travaux sont faits, et notamment, on le voit en bas, FIMEA Occitanie, FIMEA nationale, et puis l'ADEME, puisque là, ce sont des travaux qui ont été faits dans le cadre aussi de recherche avec l'ADEME. Alors, juste sur la diapo précédente, retenez, il y avait un nombre important d'entreprises, de fournisseurs de matériaux, puisque ceux-ci sont pris en compte. On modélise les matériaux pour connaître leur valeur de pollution qu'elles peuvent amener ou corriger au sein des bâtiments. On revient sur la suivante. Voilà. Donc, Indalo, qu'est-ce que c'est? C'est un système de conception-rénovation pour en simulation de la qualité de l'air intérieur. On va évaluer cette qualité de l'air, je le disais tout à l'heure, les matériaux, la ventilation, la pollution extérieure, hein, puisqu'elle impacte à moitié volume sur celle de l'intérieur, et l'occupation des lieux, évidemment, puisque
notre action d'être humain, quelle qu'elle soit, à un moment donné, va être bénéfique ou générer de la pollution. Et si on en génère, il va falloir qu'on aille chercher le bénéfique encore un peu plus. Assistance dans le choix des matériaux et de la ventilation. Ça, c'est le moteur lui-même qui va permettre de savoir sur un bâtiment quelles vont être les performances et du coup, quelles corrections apporter pour, in fine, le réaliser correctement. C'est comme quand on fait une étude de sol pour un bâtiment, hein. On a besoin de savoir sur quelle assise on va se poser pour bien le réaliser. Là, on le fait au niveau de la qualité de l'air. Et évidemment, trouver le compromis, performance énergétique, coût et prise en main par la suite, hein, pour l'utilisation du bâtiment, pour que ce soit facile d'utilisation. Suivant. Alors, agir avec les matériaux, c'est juste un petit focus aussi, puisque Unicalo fait partie de Fimea. C'est juste pour présenter que dans cette modélisation, on va utiliser les partenaires, mais pas au sens de proposer leurs produits pour faire de la commercialisation bête et méchante. C'est surtout pas le jeu qui est cherché ici. Ce qui est recherché, et il y a un gros travail en amont, c'est quels sont les matériaux, comment sont-ils composés et quelles sont leurs actions, puisqu'après, ils sont dans le moteur de calcul qui va permettre d'en ressortir des bénéfices, puisque c'est ce qu'on cherche au niveau du bâtiment. Là, c'est écrit en petit, mais en fin de compte, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on a 80% de formaldéhyde qui vont être en moins au bout de 24 heures, à partir du moment où on a appliqué la peinture. Et là, on est sur des peintures qui vont aider à la dépollution. Avec un exemple ici à Marseille. Diapo suivante. Voilà, taux de formaldéhyde éliminé, on le voit. Hein, un air purifié 4 heures après l'application de la peinture, 75%, et un air purifié 24 heures après l'application, 80%. Ici, pour mettre en évidence qu'il y a un gros travail qui est fait auprès des fabricants de matériaux, pas que celui ici sur la peinture, mais sur bien d'autres, pour amener tout un tas de solutions. Et on voit une accélération de leur recherche, puisqu'ils ont tous bien compris que s'il n'y avait pas d'évolution, ben, ils ne seraient plus sur les marchés. Donc, on va vers quelque chose qui est extrêmement positif dans l'esprit. Suivant. Voilà, donc une peinture qui permet d'éliminer 80% du formaldéhyde, je l'ai dit, en limitant surtout aussi les sources d'allergie, hein, puisque pour limiter ces déclenchements. Et évidemment, il y a des gestes d'or des grands prix d'entreprise santé-environnement qui ont été obtenus. Et également, dans ces concours, on retrouve différents fabricants qui se mettent en compétition, mais de manière saine sur le coup, pour améliorer la qualité de l'air. On va rentrer maintenant sur la diapositive suivante, sur le cœur de cette modélisation. Voici un exemple avec le logiciel Indalo, avec des résultats générés. On parlait tout à l'heure d'une utilisation et d'une description facile. On a ici sur le schéma de gauche un bâtiment avec, là c'est dans le cadre de logement étudiant. On voit que dans les couloirs en orange, il y a une qualité de l'air qui est moins bonne. On sait que l'air dans les couloirs est en circulation moindre et en extraction moindre. Et on va retrouver les pièces où il y a celles qui sont en vert foncé. On retrouve les salles de bain. Et là, on sait qu'il y a l'extracteur de la VMC qui est positionné, et c'est pour ça qu'on retrouve ici le vert foncé étant meilleur que le vert clair, et c'est là où on retrouve aussi que l'air est bien meilleur. Ça permet de modéliser le bâtiment et de voir que la zone en rouge aussi, qui est un petit local technique, ben à un moment donné, peut-être que celui-ci mériterait aussi de voir une évacuation. On a ici, alors c'est pas très visible, mais peut-être vous le verrez mieux quand vous aurez la diapo, ce sont les différents impacts qui sont en vert et en jaune sur le graphique circulaire, qui vont donner les matériaux qui vont être le plus impactants. Voilà, on va retrouver notamment le sol et les murs, le vert et le jaune, ce sont les deux, je dirais, constats que l'on fait le plus de ceux qui ont le plus gros impact sur cette qualité de l'air. Et en dessous, on va retrouver sur une semaine, également dans la modélisation, quels vont être les pics de pollution en fonction de l'usage du bâtiment modélisé. Suivant. Une étude de cas, une fabrique à Ivry. Alors, c'est pas en Occitanie, hein, puisque les déploiements commencent, et il y a des choses qui se font en Occitanie, mais pour l'instant, il n'y a pas des résultats encore qui sont posés, mais il y a plusieurs sujets qui sont avancés, notamment aussi avec la ville de Toulouse. Ici, on va regarder la validation du choix de matériaux et la stratégie de ventilation. Graphique suivant. Donc, les données d'entrée sur les cas qu'on va comparer, très simple.
scénario avec des matériaux prévus pour le projet, dont la plupart avec des biosourcés, et après le deuxième scénario avec des matériaux plus classiquement employés. Et on va le voir maintenant sur cette diapo. Vous avez la comparaison avec le 1, c'est le bâtiment dont je parlais avec le biosourcé, et le 2, c'est celui qui était avec des bâtiments qu'on pourrait qualifier de classiques. Donc on regarde les COV, on regarde le formaldéhyde et le dioxyde de carbone. Pour les COV totaux, on voit qu'à partir du moment où le choix des matériaux a été, je dirais, correctement anticipé, on a un bâtiment qui est en vert foncé avec évidemment un bâtiment qui est beaucoup plus simple pour y vivre comparé à celui numéro 2 avec les matériaux classiques, avec les COV totaux, hein, où on voit que ça passe à des concentrations qui vont beaucoup plus loin. Pour ce qui est des formaldéhydes, on retrouve également quelque chose d'assez marqué. Vous voyez, on passe directement d'un vert foncé avec un très bon niveau, avec moins de 10 particules sur le formaldéhyde, et on est carrément à 120 et plus sur le bâtiment qui n'a pas été travaillé. Pour finir, sur le dioxyde de carbone, là, il n'y a pas de comparaison entre les bâtiments, c'est une modélisation générale qui va être associée à la présence humaine dans le bâtiment. Le dioxyde, c'est notre activité qui fait qu'on le retrouve. Ça permet de voir également que le bâtiment est bien conçu en termes de ventilation et en termes d'aération, de permettre d'éviter des lieux de stockage de ce dioxyde. Suivant. Alors, étude de cas dans un logement. Le contexte de l'étude, donc là on le voit, c'est pour comparer de la ventilation en simple flux et de la ventilation en double flux. C'est souvent la question qui se pose, quelle est son efficacité. Et on va aussi avoir un point sur ce sujet. Il faut savoir maintenant que la double flux, elle est reconnue au titre des aides de l'État pour la rénovation, pas encore dans le neuf. Et on voit que cette réglementation 2020 va nous y emmener. Donc, apprenons à bien la connaître. On va le voir ici, contexte de l'étude, une certification environnementale, une opération en zone urbaine, important, hein, parce que les sources de polluants vont être un peu plus nombreuses, moins peut-être au niveau des pollens, mais très fortes au niveau du routier. Et le besoin de ventilation, on ne savait pas, donc là, on va le voir. Diapositive suivante. Voilà, donc le graphique de gauche, comme je vous le disais, c'est de l'hygrobé. Alors pour l'hygrobé, c'est une régulation qui s'opère sur l'humidité dans le logement en ventilation simple flux, et à côté on a une double flux. Et là on s'est attaché aux concentrations en dioxyde de carbone, puisque c'est le marqueur et évidemment qui va être le premier remarqué dans le cadre de ce logement qui va être bien ventilé. On remarque quels enseignements. C'est que dans le cas d'un simple flux, quand on est bien dimensionné et les bouches bien positionnées, on se retrouve avec un balayage général du logement qui est efficace. Ici, on voit toutes les pièces de vie en vert ou en vert foncé, et on remarque que le séjour cuisine, c'est que reste quand même la pièce pour laquelle on a les débits les plus forts en termes de ventilation, mais qui reste celle où il y a la concentration le plus, puisqu'on y passe tous nos moments pour la cuisson et toute l'humidité qui est générée. Et tout ça est évidemment créateur de cette concentration de CO2. Quand on passe à côté sur une ventilation double flux, là on a le cadre général du logement où on a l'insufflation d'air dans les pièces de vie, où on se retrouve avec un logement bien mieux traité sur cette qualité de l'air et aussi plus efficace en termes de rendement énergétique. Après, évidemment, il y a la comparaison avec la consommation du matériel lui-même. Des efforts sont en train d'être faits et on va vers une solution qui va être de plus en plus prise en compte. Mais c'est pas encore trop l'habitude en France, c'est beaucoup plus le cas en Allemagne. Par contre, en séjour cuisine, la double flux, comme il y a un équilibrage des débits, en fin de compte, et là c'est quelque chose qui est pris en compte dans le cas de double flux classique, les nouvelles qui arrivent sur le marché ont des détecteurs de CO en plus et vont commencer à évacuer quand ils vont avoir des concentrations trop fortes, dans le cas où on a passé une nuit dans notre chambre et dans le cas aussi où notre cuisine va être beaucoup plus chargée en termes de CO2. Donc on va vers du mieux, mais vous voyez déjà ces niveaux. Indalo. Ah oui, c'est bon. Merci Frédéric. Donc également, on ne peut pas passer l'actualité sans parler du Covid. Je fais un peu mon rabâcheur sur ce coup-là, mais également des méthodes de simulation ont été mises en place pour évaluer le risque de contamination dans les bâtiments.
Et donc, par rapport à cela, à partir du moment où on sait qu'on a une concentration possible et un risque pour les personnes, améliorer et adapter la stratégie de ventilation pour éviter la propagation du virus, ce qu'on cherche tous, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé les derniers chiffres ce matin, le taux d'incidence il est tombé à 0,7. On repartait vers des 1,5 et 1,8 il n'y a pas longtemps, donc c'est assez positif. Et là, c'est fait pour aussi agir dans ce sens. Les impacts évalués, filtration, ouverture des fenêtres, apport de l'air neuf et recirculation, dans le cas où il y a de la double flux, le nettoyage évidemment et la limitation du nombre de personnes par espace. Important. Suivant. Donc voici l'étude de cas dans des salles de classe qui ont été faites. Et on retrouve, alors là c'est paradoxal au logement qu'on avait tout à l'heure, c'est dans les couloirs notamment où on a je dirais, les contaminations ou les taux de densité qui vont être les plus faibles auxquels on risque d'avoir peut-être contracté le virus ou d'avoir une propagation plus forte, tout simplement, ce sont des lieux où on passe rapidement. Après, quand on regarde chacune des pièces, que ce soit la salle à manger ou que ce soit les salles de classe, là, il y a une concentration qui est plus forte des élèves dans un laps de temps beaucoup plus long, d'où la nécessité impérieuse d'augmenter les débits de ventilation ou les débits d'air, notamment dans ces pièces. Après, vous avez sur le graphique en bas à droite, vous le regarderez avec plus de détails quand vous l'aurez. Ça représente les petits rectangles bleus, les périodes et le nombre de personnes où le risque est accru dans les différentes densités de pièces. Le suivant. Également, une dernière mise en lumière, je dirais, de Indalo et d'un sujet maintenant qui est la supervision. À partir du moment où on a fait la considération du bâtiment, qu'on l'a analysé sur ce qu'il va être et sur ce qu'il nous permet de retrouver de manière saine sur toutes ces compositions, qu'elles soient matérielles et matériaux notamment, et conception, là, on peut passer à la diapositive suivante. Là, on va aller carrément sur cette prise en compte par des mesures in situ qui vont permettre d'adapter par le biais d'une intelligence artificielle, hein, une modélisation en permanence, hein, on peut choisir, mais toutes les 10 minutes, toutes les heures ou les demi-journées, des recalculs. Le mieux, c'est de le laisser faire toutes les 10 minutes ou en permanence. Et en fait, le moteur de calcul va collecter les données de mesure de qualité de l'air, qui peuvent être nombreuses, c'est à définir. On a le CO, on a les formaldéhydes, on a l'humidité et bien d'autres. Et ensuite, prendre également en compte la pollution extérieure pour donner des adaptations au bâtiment et lui le piloter en disant, bah là, on a remarqué que sur le bâtiment, telle zone est beaucoup plus chargée qu'une autre, il va être nécessaire de la ventiler, et donc là, pilotage de la CTA, et sur cet endroit-là, on va ventiler plus. Par contre, ventiler plus, oui, mais pas n'importe comment, parce que si dehors, il y a une pollution extérieure manifeste, ça va équilibrer le bénéfice-risque et traiter la meilleure des solutions ou peut-être la moins pire selon les cas et l'exposition du bâtiment lui-même où il est situé. Et la météo notamment aussi, avec les taux je dirais, de dilution qui sont aidés par les vents ou les températures qui vont aussi agir. C'est vraiment quelque chose de complexe qui est mis en place pour aller le traiter au plus juste. La diapositive suivante. Voilà un petit exemple sur une école parisienne pour ce système. On voit ici une école de 2500 m², un investissement matériel qui n'est pas très élevé et un abonnement non plus à la solution qui n'est pas spécialement élevé. Suivant. Donc voilà un petit peu les constats qui ont été faits sur ce test, sur cette école. Il n'y a eu, dans le cas de ce pilotage, plus aucun dépassement de seuil de pollution. Alors qu'on sait, hein, et ça a été les études qui ont été menées aussi depuis 2013, que contrairement à 86% des classes, on se retrouve avec des dépassements même assez élevés. Et donc du coup, deuxième enseignement important, 68% de formaldéhyde en moins. Quand on a vu tout à l'heure le graphique où les risques sont dans les salles de classe où on est plus statique plus longtemps, ce n'est absolument pas anodin d'arriver à cela. Diapositive suivante.
Également, à partir du moment où le pilotage est bien calibré, on va aussi, et on en parlait tout à l'heure vis-à-vis non seulement de la RT mais de la RE, on va avoir une facture d'énergie qui a été tenue et même réduite en amélioration des performances, je dirais, de maintien de la santé par cette amélioration de la qualité de l'air. Comme quoi on peut faire mieux et en consommant moins, mais avec un pilotage évidemment extrêmement juste. Suivant. Voilà, l'offre complète, installation des stations de qualité de l'air avec les partenaires, et évidemment la mise en place de l'offre et du diagnostic à l'origine, et après la mise en place du système d'optimisation et de prévision pour la ventilation, et également mise à jour de la maquette. C'est tout simplement que le bâtiment est suivi tout au long de sa vie, parce qu'il peut subir des modifications, ça peut être des agrandissements, ça peut être des rénovations, ça peut être des changements de système, et là également tout est pris en compte pour ne pas rester dans un point figé pour progresser bien évidemment. Dernière diapo. Le pilotage de la ventilation s'opère de 3 manières en fonction, je dirais, des usages des personnes qui gèrent les bâtiments. Alors soit le bâtiment, un recueil d'informations mais sans pilotage de la CTA, et là on laisse manuellement faire les personnes qui ont les retours d'informations. Il y a l'envoi de programmes de ventilation au gestionnaire du bâtiment qui va permettre de faire de les mettre sur horaire en fonction du fonctionnement, et ça reste une prise en compte importante, mais quand même, je dirais, basique. On va avoir après le bâtiment avec la CTA pilotable sans passer par un pilotage à distance, mais qui va être que du in situ pur, avec la transmission des consignes et bien évidemment au module de communication. Et la dernière option est maintenant quelque chose qui est extrêmement efficace, puisqu'il y a le bâtiment connecté, il y a une interopérabilité avec la GTB du bâtiment et les personnes, et là on va vraiment aller vers une gestion au plus fin du bâtiment. Cette gestion au plus fine, les résultats qui ont été donnés sur l'école ont été gérés de cette manière, sur ce bâtiment connecté. Voilà un petit peu pour faire le résumé. On est passé d'un cadre de prise en compte des matériaux et du bâtiment. On recherche ce qui s'y passe, comment on peut bien faire, et après comment on pilote. Et on est passé dans une phase aussi, on le voit dans le développement de la prise en compte de la qualité de l'air. On fait les recherches, on a la connaissance, et maintenant on passe à l'application. Et en l'espace de ces 2-3 années, beaucoup de choses se sont accélérées, et on peut être assez positif sur ce qui va venir. Par contre, gardons toujours l'œil critique pour être sûr de bien avancer et de la bonne manière. Et après, pour évidemment que cette qualité de l'air soit prise en compte un maximum, il faut que tout un chacun le prenne en conscience. Et pour le prendre en conscience, j'avoue que c'est un petit clin d'œil que je fais sur mon émission qui est sur Radio IMO. Alors c'est radio-imo.fr si vous voulez voir, c'est des émissions. C'est la première sur la qualité de l'air intérieur comme extérieur. Et on parle régulièrement des avancées, des réflexions, des contradictions évidemment qu'on peut retrouver, et c'est 2 fois par mois, et puis en podcast surtout. Une de mes prochaines invitées sera Julie, où on va rentrer dans le détail. Voilà, je vous invite à écouter cela. Je suis à vos questions. Ok, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Alors, il y a eu des questions dans le chat, je les Je vois, oui. récupère. Moi, je les récupère. Donc la première, c'est Fabrice Santamaria pour Julie qui pose la question du primaire ou quelle sous-couche. Alors, si Fabrice veut prendre la parole, il peut rouvrir son micro. Ça sera- Oui, merci effectivement de me donner la parole, Frédéric. Oui, Julie, je me posais la question de savoir quel était en fait on va dire l'ensemble de la solution qui était préconisée. Est-ce que sur le matériau sur lequel les tests ont été faits dans la chambre, il y a eu un primaire ou une sous-couche qui a été appliquée avant la peinture dont vous parliez tout à l'heure? En sachant une chose, c'est que il y a une question qui arrive juste derrière de Johan. Si le matériau est peint, est-ce qu'il perd de sa capacité de dépollution? Voilà, je pense qu'il y a
il y a là un complexe au niveau du matériau, un système constructif qui est intéressant à mettre en avant pour se poser vraiment toutes les questions jusqu'au bout. Merci pour la question. Alors, je vais répondre à une partie, puis après, je laisserai Eric Ringot aussi, qui est présent, compléter, puisque c'est un des produits qu'il formule. Donc, par contre, la peinture est appliquée avant sur la plaque de placo et le revêtement est appliqué sur la peinture. J'avais cru comprendre que vous pensiez l'inverse. Non, ma question c'était la peinture qui est formulée pour un effet photocatalytique. Est-ce que cette peinture, avant d'être appliquée sur le placo, est-ce que le placo a reçu un primaire, et si oui, ou une sous-couche, et si oui, quel primaire ou quelle sous-couche spécifique? D'accord. Alors en fait, c'est pas. Il y a la plaque de placo a été peinte avec une peinture acrylique normale et en fait le revêtement est une lasure. C'est pas une peinture. D'accord. Donc cette lasure est appliquée sur la peinture, une peinture pour simuler un environnement intérieur qui est déjà peint. Donc en fait, les particules, les oxydes ne sont pas intégrés dans cette peinture. C'était en deux phases. Et après, je ne pense pas que sur la plaque de placo, en amont de la peinture acrylique, il ait été appliqué quelque chose. Je demanderai vérification auprès d'Eric. Et le revêtement a été appliqué sur la peinture acrylique directement. Donc, Eric, si tu veux compléter. Oui, merci de me donner la parole. En fait, le procédé, c'est une suspension en base aqueuse avec un liant minéral qui fixe des nanoparticules ayant des propriétés semi-conductrices et donc photocatalytiques. L'idée, c'est que ce procédé peut être appliqué sur n'importe quelle surface bâtie, qu'elle soit peinte ou pas. Donc, ça peut être appliqué sur du revêtement de mortier, de plâtre, du bois, de la brique, etc. Cette imprégnation aqueuse, pour l'expérience qu'a montré Julie, a été appliquée sur des plaques de plâtre. Et pour donner un caractère réaliste à l'expérience, on a préparé les plaques de plâtre avec une peinture acrylique basique. Hein. Donc, la peinture ne fait pas partie du procédé. En fait, le procédé est très simple. Hein. Il suffit de remettre en suspension les particules photocatalytiques si elles sont comment dire, sédimentées, ce qui peut arriver en fonction du délai de conteneurage. Et ensuite, on pulvérise, on applique au rouleau ou à la brosse sur la surface à traiter. Puis-je me permettre, Frédéric, de poser une question complémentaire du coup? Est-ce que si l'on va au bout entre guillemets, d'analyse de cycle de vie du système constructif complet, est-ce que des tests ont été faits? Ma question, pour la simplifier, quid des particules qui sont à ce moment-là gérées par la solution? Quid des particules nocives qui sont gérées par la solution en cas de ponçage, par exemple? Alors, en fait, dans le projet, un des projets MATCAP que je vous ai présenté à la fin, une des tâches, un des lots, c'est d'étudier, donc par LR Vision, il pourra en dire un peu plus, une solution de fin de vie, donc la formulation d'un gel, en fait, de décapage, je pense que c'est comme ça qu'on l'a intitulé, qui permettrait d'être appliqué sur le mur pour enlever, en fait, ce revêtement et pouvoir de nouveau appliquer et éviter le ponçage. Je laisse compléter Eric. Oui, juste dans la formulation du produit, donc c'est la difficulté de réaliser des produits photocatalytiques, hein, c'est qu'il faut encapsuler des particules photoactives. En tout cas, il faut les fixer sans complètement les encapsuler parce que sinon, on les empêche d'être au contact avec les effluents polluants. Donc, dans le processus de formulation, il y a une trentaine de tests qui sont faits et parmi les tests, il y a un test de résistance à la friction. Donc, on fait une expérience de friction qui est normalisée avec un scrub washer
On fait un certain nombre de cycles hein, qui consistent en fait à abraser la surface avec un patin abrasif. Et ensuite, on regarde quelle est la capacité photocatalytique résiduelle du support pour juger de la partie qui a été éliminée par la friction. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, que par exemple, le procédé dont nous sommes titulaires, eh bien, a de bonnes résistances à la friction. Alors, bien sûr, quand on parle d'abrasion, si on fait une abrasion sévère, c'est sûr qu'on enlève une partie des nanoparticules. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le LMDC et l'Airvision et d'autres laboratoires sont partenaires pour faire avancer le procédé, non plus vers des technologies à base de nanoparticules, mais sur des technos à base de microparticules. Donc, il y aurait une moins grande nocivité par inhalation ou bien par contact à travers la peau. Donc, on a par exemple un projet ensemble avec Julie qui consiste à traiter des particules microscopiques à l'échelle du millimètre et qui seraient mésoporeux. Et à ce moment-là, on fixerait les nanoparticules à l'intérieur d'un support qui serait lui millimétrique pour éviter justement des risques de contamination et de dissémination de nanoparticules dans la nature. Voilà. Après, en termes de cycle de vie, voilà, on a un projet aussi de formulation d'un gel de décapage qui permet d'éliminer le produit qui était appliqué sur des surfaces. Ok, alors Fabrice avait d'autres questions, je vais peut-être le laisser finir de les poser. C'est gentil, Frédéric, merci. Oui, je voulais savoir si, dans un premier temps, parce qu'on voit que la chambre d'expérimentation, apparemment, elle est noire. Il n'y a pas de, enfin, je veux dire, elle est noire. Elle n'a pas accès à la lumière naturelle. Est-ce que ça signifie que il faut systématiquement, pour faire fonctionner le système, une source de lumière qui soit en permanence active? Et la deuxième question, c'est est-ce que des essais comparatifs ont été menés avec des solutions par adsorption face à des solutions photocatalytiques pour essayer de comparer effectivement les résultats d'efficacité? Alors, pour la première, les essais donc, effectivement sont mis dans la chambre où on a une lumière artificielle. En utilisant cette chambre, on n'a pas fait l'essai en ouvrant le store. Il faut savoir que la photocatalyse, comme normalement ça fonctionne aussi en extérieur avec la lumière naturelle, donc on peut très bien avoir une efficacité sans apport de lumière artificielle. À savoir maintenant, est-ce que en ayant la surface vitrée, on arrive quand même à avoir suffisamment de lumière? Ça va dépendre des zones accessibles dans le bâtiment. Un des projets MACAP, c'est d'utiliser ce système-là, mais en conditions totalement extérieures, donc avec l'énergie solaire. Donc, on verra s'il y a une efficacité en énergie solaire avec des variations climatiques et météorologiques quotidiennes. Mais en essai, voilà, en essai de la chambre, on n'a pas fait, mais on pourrait très bien effectivement ouvrir le store et faire l'essai identique en prenant la lumière juste naturelle. Après, les essais menés de comparaison entre photocatalyse et absorption, alors ça va dépendre du polluant. Parce que, par exemple, avec le NO, on a fait l'essai, ça va dépendre du substrat. Donc, le NO est un gaz qui, contrairement au NO2, s'absorbe peu. Le NO2 est un gaz qui s'absorbe beaucoup sur la surface, notamment sur les plaques de plâtre, le placo, comme le formaldéhyde aussi est un gaz qui s'absorbe. Et il peut également s'absorber le NO2 sur le mortier, parce qu'il y a une synergie qui va se créer entre les produits, les hydrates du mortier et le gaz polluant NO2. Donc, en fait, ça va dépendre beaucoup du polluant visé et du substrat. Et avec le NO, on le sait, on a fait des essais dans le réacteur. Le NO s'absorbe très peu sur le support mortier ou plâtre. Et si on fait ces essais en réacteur, on va faire la distinction entre la part de diminution de la concentration en NO due à ce phénomène d'absorption
et la part due à la photocatalyse, en faisant des essais à blanc, non traités, juste avec le sucre. D'accord, Merci. merci. Oui, peut-être sur le deuxième exposé, Johan, tu faisais remarquer qu'effectivement 50% des expertises pour moisissure étaient dues à des mauvaises VMC ou des VMC pardon, qui ne fonctionnent pas très bien, c'est ça? Voilà, oui. Lorsqu'il y a je fais quelques expertises pour les moisissures, je me rends compte une grande majorité, c'est que le client, il a coupé la VMC, quoi. Ils font tous, ils bouchent les aérations, les entrées d'air, ils disent que ça consomme de l'énergie, et puis c'est tout. On a beau leur expliquer qu'ils ont besoin de la VMC pour vivre confortablement, mais ils coupent tout ça. Parce que c'est un problème d'éducation. Mais du coup, tu penses aussi que ce genre je dirais, de peinture active, je vais le dire comme ça, peut venir contrebalancer ces effets-là? Oui, de toute façon, le problème que vous allez avoir, c'est pas la population connectée, nouvelle génération qui savent qu'il faut faire une ventilation dans la maison. Le problème, c'est la population ancienne. Les anciens, c'est indiscutable avec un peu, forcément, ils coupent systématiquement la VMC. Moi, sur la flotte de locatifs que nous avons, ils nous grillent toutes les baraques. Enfin, Monsieur Bonny Nicolas, il doit rigoler parce qu'il doit être confronté à ce problème-là. Si vous... Si je peux répondre, effectivement, vous parliez tout à l'heure, hein, enfin, où j'ai évoqué les 70% de VMC non opérantes. Il faut savoir qu'on a quelque chose qui est encore plus dangereux dans les rénovations légères de personnes. On parlait de l'ancienne façon de penser. Il n'y en a pas une ancienne, il y a une évolution en fait. Mais effectivement, il y a beaucoup de rénovations qui ont été faites. On rénove le logement, on met des fenêtres nouvelles, isolées, étanches, mais on ne met pas les entrées d'air. Tout à fait. Et on ne met pas la ventilation, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir que maintenant, et ça c'est inscrit maintenant dans la future réglementation RE 2020, là on va avoir un contrôle de fonctionnement de la ventilation. Ça va être obligatoire. Donc on va passer une étape qui va nous permettre de gagner. Par contre, si dans le cadre des matériaux dont on parlait, peinture et autres, pour la captation je dirais, des polluants ou de la non-émission de ceux-ci, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on en émet aussi. Hein, le CO2, on va faire il y a l'humidité, il y a tout un tas d'autres choses dans ce qu'on va utiliser. De même, quand je parlais tout à l'heure des salles de classe, le polluant le plus important des salles de classe, ce sont les marqueurs ou les feutres. Voilà, donc dans ce qu'on utilise, on a beau faire attention, il y a toujours un autre élément qu'il faut agréger. Et dans ce cadre-là, notre ventilation et notre brassage d'air, aération, est primordial, et à nous aussi, dans tous nos petits gestes, d'être assez vertueux. Par contre, on parlait tout à l'heure et vous disiez, les gens ne sont pas au courant. Moi, je suis assez satisfait, et c'est quelque chose qui va prendre des années et des années. Mais je suis assez satisfait. Quand j'ai démarré, je parlais tout à l'heure de mon émission, j'ai démarré mon émission, j'avais 1600 contacts sur LinkedIn. J'en avais déjà pas mal, c'est sympa. Aujourd'hui, j'en ai 35 000 qui s'intéressent à ça. Donc, il y a cette avancée qui se fait, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut surtout pas croire que, comme la VMC dans la maison, vous le disiez, il la coupe parce que ça consomme de l'énergie, ça ne sert à rien. La VMC dans la maison. Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. C'est eux qui pensent que ça sert à rien. C'est eux qui ne pensent que ça, voilà, c'est pas vous, hein, on est bien d'accord. Mais cette VMC, à un moment donné, ils ne l'entendent pas et ils ne la voient pas. Tout à fait. Et le pire des choses, c'est que du coup, normalement, on est censé la vérifier une fois par an au moins pour la nettoyer, et ce n'est pas fait. Et les bouches, il y en a, ils se disent, ah moi, mes bouches, elles sont propres, c'est génial. Non, une bouche de VMC, quand on évacue, elle se salit. Donc, quand elle est sale, c'est un bon signe. Par contre, quand elle est complètement propre et que ça reste tout le temps propre, ça veut dire que ça marche pas. Voilà, donc, il y a un moment donné, peut-être aussi qu'on doit avoir un rapport différent à notre lieu de vie, en se disant, j'ai peut-être une action tous les jours ou toutes les semaines à faire pour qu'il se porte bien.
autant que si nous, on doit faire des petites actions pour nous, d'aller faire du sport tous les 3 jours, une demi-heure pour être mieux à minima, il faut peut-être que notre logement, on y jette un petit coup d'œil pour que ça aille mieux. Et ça rentre dans le cadre d'une prise en compte globale et de redonner sur certains points, alors là, c'est ma vision, mais un peu de temps au temps, c'est pas mal non plus, pour bien faire. À force de courir, c'est vrai qu'on passe devant beaucoup de choses qui sont essentielles. Je voudrais rajouter sur une anecdote que Stéphane a rigolé sur les expertises avec les thermodynamiques VMC. Je ne sais pas si je t'avais raconté, Fred. Non. Donc, il y a 4-5 ans, il y avait le groupe Thermo-Atlantique qui avait bien balancé les thermodynamiques VMC. Il nous avait présenté ça comme le futur, l'évolution, etc. En termes de philosophie d'innovation, franchement, c'est le top. Dans la réalité du terrain, en fait, on a eu des expertises à tout va, de partout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, en fait, on leur disait qu'il fallait nettoyer la VMC, ceux qui ne le faisaient pas. Et ils cuisinaient. Forcément, tout était complètement pourri et toutes les pâtes ont tout pété. Et ça s'est passé à un mois, il y a au moins une 30 machines qui ont pété. Alors, on a fait remonter l'information et quand on a fait remonter l'information chez Thermo-Atlantique, ils nous disaient oui, on est au courant, on va couper tout ça. Donc, en fait, il faut prendre en compte la vie des gens. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, Johan. Moi, j'ai vécu un comparatif dans le monde de la chaudière gaz que j'ai vu de près. Il faut savoir on avait comparé 17 fabricants de chaudières, enfin 17 modèles de chaudières différentes qui représentaient 8 ou 9 fabricants différents. Et il faut savoir que la chaudière qui était la plus adaptée à la manière dont on vit n'était pas celle, mais loin de là, pas celle qui était la plus adaptée au moteur de calcul thermique. Donc il faut vraiment aussi que on a des choses qui sont posées, on vient scientifiquement les travailler, les regarder, et à côté, on a aussi la vraie vie. Et c'est toujours important de bien associer les deux. Voilà. Ouais, la seule chose que je conclurai, c'est que par rapport à mon expérience sur les expertises, parce que c'est pas mon premier les expertises, mais c'est qu'on se rend compte que les gens ils lisent pas la notice. Mais jamais. Jamais. Ça. Et quand j'interviens ou n'importe quoi, on se rend compte que c'est toujours une erreur humaine. Ah, c'est toujours le cas. Mais pour le cas des notices, et c'est un vrai sujet majeur, pourquoi, d'après vous, l'iPhone a eu un succès aussi fort? C'est le premier appareil intuitif où on est capable de l'utiliser sans notice. D'ailleurs, il n'y avait pas de notice. Il n'y avait pas de notice. Il n'y avait pas de notice et ça a été le premier, mais peut-être aussi que dans la somme de ce qu'on utilise autour de nous, je suis un ancien de milieu industriel, mais peut-être je me place encore dans ce milieu-là, peut-être à nous de faire l'effort d'être accessible. Oui. Simplement. Ce qui est simple pour l'utilisateur est compliqué pour l'ingénieur. Donc, voilà. Ouais, Je vous propose. Oui. J'allais finir par une note d'humour. Allez-y. J'ai une belle-mère qui est extraordinaire et peut-être tout le monde a passé. Vous êtes bien le premier. Elle a des appareils électroménagers qu'elle utilise et quand il y a un truc qui est décalé, elle dit toujours encore un truc qui a été inventé par un type qui ne s'en sert pas. Je pense que, et voilà, et je pense que si on peut combler ça, je pense qu'on va résoudre énormément de nos soucis. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se quitte sur cette sage parole, puisqu'on a largement dépassé le temps qu'on s'était prévu et qu'on finit en petit comité. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants, merci à tous ceux qui ont été là.